De quoi parle-t-on quand on parle de la vie intime ? C'est difficile de borner la notion. À mon avis, elle est toujours relative. C'est-à-dire que le foyer est intime par rapport à la rue, la chambre est intime par rapport à l'appartement, le lit par rapport à la chambre, on peut continuer, et la vie intérieure par rapport au bavardage. Je reprends la précision sur le sens du mot qu'a donné François Julien tout à l'heure et qui est excellente. D'une part, ce qui est au plus profond, intimus, conformément à l'étymologie, et d'autre part, ce qu'on partage avec un ou plusieurs quand on est intime avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Donc si on se représente les choses spatialement, comme Vincent Descombes nous a bien interdit de le faire hier, on aurait d'abord des cercles concentriques, plus ou moins intimes, et puis des directions divergentes, l'une verticale, le plus profond de moi, et l'autre latérale, être intime avec. D'un côté, l'immersion en soi, et de l'autre, l'intersection de deux consciences. Bon, c'est pas sûr que ces directions divergent autant que ma représentation spatiale le laisse croire. Après tout, il peut exister des intersections en profondeur. Section est d'ailleurs un mot trop coupant pour désigner cette opération. Allez, on oublie l'intersection. Le terme décrit trop mal le partage sensible et mouvant où semblent s'abolir les contours du moi. Ce qui se produit quand deux êtres deviennent intimes, c'est en effet, je suis tout à fait d'accord avec François Julien sur ce point, une dissolution des frontières individuelles, et c'est une expérience bouleversante. On peut la juger préférable à tout, même au plaisir sexuel. C'est ce qu'affirme Rousseau dans une note de la Nouvelle Héloïse, et là c'est une note de Rousseau, c'est bien l'auteur qui parle. « Ô amour, si je regrette l'âge où l'on te goûte, ce n'est pas pour l'heure de la jouissance, c'est pour l'heure qui la suit. » L'heure qui la suit, c'est l'heure de l'intimité sans limite. On en conçoit l'attrait et le vertige. Enivrés par cette perspective, certains vont jusqu'à poser un primat du sens second, être intime avec, sur le sens premier, intimus au plus profond de soi, qui consiste à rester dans l'espace intérieur pour y développer une intimité sans témoin. Ainsi, Michael Fessel écrit « L'intime n'existe que d'être élaboré comme lien. » Je prendrai le parti inverse. Ce soir, je m'oppose à tous les garçons et Michael Fessel. Bon. Je prends le parti inverse, je pose que l'intime au sens premier précède le lien qu'il rend possible. Je tenterai de prouver que c'est une aptitude particulièrement, sinon exclusivement, féminine. Les femmes tendent à développer une vie intime et à la rendre sensible autour d'elles, notamment dans le soin de la vie domestique. Cette particularité est trop souvent négligée quand elle n'est pas ouvertement méprisée. Enfin, en dernier lieu, je recenserai les raisons de se méfier de l'intime et la raison de s'y livrer, et mon argument se résume à 3 adjectifs. L'intime est équivoque, vulnérable, essentiel. Je tiens à équivoque dans un autre sens que celui que Julien proscrivait tout à l'heure. Bon, l'intime n'a pas toujours existé comme valeur, ni l'intimité comme mode de vie. Paul Venn affirme que la notion est inconnue à Rome, et ce n'est pas une question de classe ou de moyens. Qu'il soit notable, plébéien et même sénateur, un Romain n'est pas présumé disposer d'une intimité personnelle, écrit le grand historien. On s'accorde à penser qu'il existe des conditions matérielles de l'intimité, notamment des conditions architecturales. Il faut non seulement qu'on dispose d'une chambre à soi, pour reprendre le titre célèbre de Virginia Woolf, mais que cette chambre soit une retraite effective, ce qui suppose qu'elle ne soit pas traversée. Donc l'indépendance des pièces est nécessaire, elle n'a pas toujours existé. Vous savez que l'ouverture des pièces sur un couloir d'accès, cette disposition qui nous est tellement familière, commence à se répandre au XVIIIe siècle et devient dominante au XIXe. Philippe Ariès affirme la chose suivante, on a dit que le confort date de cette époque, fin XVIIIe, il est né en même temps que l'intimité, la discrétion, l'isolement. Le couloir devient la norme de l'habitat au XIXe siècle,
il est apparu un peu plus tôt. Voilà ce que dit Ariès. Dès le XVIIIe siècle, la famille commence à prendre ses distances à l'égard de la société, à la refouler au-delà d'une zone de vie privée toujours plus étendue. L'organisation de la maison répond à ce souci nouveau de défense contre le monde. L'intime, qui devient une valeur au XIXe, suppose donc en amont un certain développement de l'aisance matérielle. Les belles âmes sont tentées de croire que la profondeur et la douceur de leurs sentiments ne dépendent que d'elles, de leur libre entente, de leur élection mutuelle. En réalité, non. Il faut des heures pour se voir, il faut disposer d'un lieu à l'abri des importuns. C'est pourquoi je suis très réticente à opposer l'intime au privé, comme le fait Michael Fossel et d'autres dans son sillage. L'intimité suppose des conditions concrètes en termes d'habitat, de loisirs, et ces conditions concrètes l'apparentent à un privilège. Même si, bien sûr, l'appartenance à un mode privilégié ne suffit pas pour assurer la réalité d'une vie recueillie. On est d'accord, d'une vie telle que l'intimité avec soi ou avec autrui soit possible. C'est ce qu'écrit Wolfgang Sofsky, disant qu'aujourd'hui, le désir d'être quelqu'un a depuis longtemps pris le pas sur la vie privée. Bien sûr, l'exhibition de soi dans les réseaux sociaux est un phénomène manifeste, très problématique. Enfin, avant d'accabler la société tout entière, il faut reconnaître que ce phénomène est porté par des individus qui se soucient peu de réserve et de pudeur, d'entre-soi, et qui préfèrent attirer brutalement l'attention d'autrui par le scandale, par une exposition maximale. Comme Sofsky, Michael Fossel met en cause la société moderne tout entière. Je cite Fossel, « L'intime finit par désigner une utopie dans un monde où il est fragilisé par des évolutions sociales qui bloquent sa dynamique propre. » Je défends un point de vue différent. Premièrement, l'intimité n'est pas une utopie, c'est une pratique, tout ce qu'il y a de courante. De l'intime a lieu, et puisqu'il a lieu, je ne comprends pas pourquoi on parle d'utopie. L'intime, il est déjà entre nous. Deuxièmement, je doute que l'intime ait une dynamique propre. Contrairement au désir, au projet, à l'ambition, l'intime est sans direction. Autre point avec lequel je suis d'accord avec François Julien. Enfin, je ne suis pas sûre que cette présentation rende justice à nos sociétés d'abondance et de paix où la vie intérieure est devenue accessible à tous, tant du moins que l'angoisse ou l'excitation ne la submerge pas. Enfin, s'il est vrai que les Français passent en moyenne 2h30 par jour devant la télévision, nous ne manquons pas de temps et la plupart d'entre nous disposent de la possibilité de s'isoler. La chambre indépendante ou la salle de bain ne sont plus des luxes exclusifs. Et l'angoisse du lendemain ne nous étreint pas comme elle étreignait nos ancêtres. Je crois que, à part les malades, nos angoisses ont cessé d'être immédiatement vitales. Elles sont en partie liées à la recherche de l'excitation et au mépris de soi qui en résulte. Naipaul, évoquant la solitude de l'immigré dans les petites chambres de bonne à Londres, écrit « La musique et l'alcool, les deux ressources de l'homme seul ». Formule frappante qui renvoie aux années 60, bien je dirais que depuis, nous avons multiplié les ressources de l'homme seul. Le prix accordé à la vie intime est récent, même si le mépris de cette vie intime dans l'exhibition de soi dans les réseaux sociaux est encore plus récent. La deuxième moitié du XVIIIe, je le disais, marque les débuts visibles dans l'architecture de la recherche de l'intime, mais le mouvement avait eu des pionnières. Au XVIIe siècle, les précieuses qui reçoivent leurs amis dans la ruelle de leur lit, c'est-à-dire l'espace entre le lit et le mur, sont bien des femmes qui cherchent à abriter quelque chose dans ces vastes salles que sont les chambres des châteaux. Et ce sont à ces femmes que je veux rendre hommage aujourd'hui en me demandant ce que François Julien ne se demande jamais, ce que l'intime doit au féminin.
Cette affinité des femmes et de l'intime a longtemps passé pour une évidence. Au XVIIIe siècle, l'académicien Thomas constate, sans le condamner, un resserrement de l'existence des femmes dans les expériences et les sentiments de la proximité, tandis que les grands enjeux, l'amour de la patrie, l'amour de l'humanité, leur échappent. Je cite Thomas, « Les femmes n'égarent point ainsi leur âme au loin. Elles rassemblent autour d'elles leurs sentiments et leurs idées et veulent tenir à ce qui les intéresse. Ces mesures si vastes sont pour elles hors de la nature. Un homme est plus pour elles qu'une nation, et le jour où elles vivent, plus que 20 siècles où elles ne seront pas. » Apparaît ici l'ambivalence de l'intime qui a pour atout côté face la vérité du cœur. Contrairement aux hommes, les femmes ne s'égarent pas, mais qui a pour revers l'égoïsme le plus impénétrable, l'égoïsme de l'ignorance. Vérité sans doute, mais vérité bornée, les femmes ne voient pas plus loin que le bout de leur cœur. Dès le XVIIe siècle, donc, des femmes du monde sont parvenues à ménager ce double abri dans l'espace et dans le temps qui est la condition sine qua non des relations intimes. Elles ont pu se mettre à l'écart parce qu'elles disposaient de ces biens qui sont devenus courants dans nos sociétés prospères, la sécurité, le temps libre et la possibilité d'un retrait par rapport aux affaires courantes. L'intime, à ses débuts, fut un plaisir et un luxe. C'est pour ça que je suis méfiante quand on essaye d'en faire une valeur démocratique, ultra-démocratique. Là, on pourra être intime avec tout le monde, c'est formidable. Peut-être que ces origines aristocratiques nous apprennent quelque chose sur ce que c'est que être intime. On se plaît, Julien le faisait tout à l'heure, à représenter l'intime comme une aventure, oser l'intime, pour que rejaillisse sur cette notion la gloire du péril, le rayonnement du risque. Or, moi, je soutiens que la première condition pour l'épanouissement de l'intime, c'est l'inverse. L'intime veut la clôture, la sécurité et une forme de vacances sur laquelle je reviendrai. De manière paradoxale, il ne l'a pas dit ce soir, mais on le voit dans son livre, Julien est allé chercher, dans une nouvelle de Simenon, Le Train, une leçon sur l'intimité, dans un compartiment de train bondé pendant l'Exode. Dans la cohue, un couple d'inconnus se retrouve à faire l'amour dans ce train bondé. Malgré la présence des autres, il y a une intimité qui se crée. Les amants sont dans une bulle qui les isole et les protège du désastre extérieur. Eh bien, je ne crois pas qu'il faille suivre François Julien, qui va jusqu'à faire, il l'a refait ce soir, de la pénétration, le paradigme de la production de l'intime. Ces circonstances exceptionnelles ne renseignent pas sur la nature du phénomène, quel que soit l'attrait de cette intimité inespérée, quasi miraculée. Évidemment, il peut y avoir des coups de foudre sous les bombes, je veux bien, mais il ne faut pas trop y compter. Au lendemain des attentats du 13 novembre, Pierre Pachet, dont Descombes parlait hier sur le journal intime, Pierre Pachet rappelait dans les colonnes du Monde que la première chose que la guerre détruit, c'est l'intimité. La certitude de pouvoir revoir ses proches à telle heure, à tel endroit. La guerre, c'est ce qui ébranle les foyers, et les foyers sont le lieu de l'intime, même si je reconnais qu'il s'en produit aussi, parfois en dehors, dans des conditions de péril extrême. Enfin, il ne faudrait quand même pas prendre l'exception pour la règle. À placer l'intime sous le signe de l'excitant, de l'aventure, on le rend plus désirable à proportion qu'il est moins ressemblant, et cette publicité mensongère n'est pas un service à lui rendre. Il y a assez de choses à dire en faveur de l'intime sans lui prêter des charmes qui ne sont pas les siens. Donc, au risque d'être décevante, je refuse de faire de l'intime notre nouvelle frontière. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'en parler comme d'une aventure, et je suis sûre qu'il ne résulte pas de l'effraction masculine, même si celle-ci peut parfois, dans certains cas, y introduire. L'intime, comme aptitude féminine, préexiste à la pénétration. Aussitôt qu'une notion devient un enjeu intellectuel, on a tendance à minimiser l'apport des femmes. Vous
savez qu'il paraît qu'une profession se dévalue aussitôt qu'elle se féminise. Je dirais qu'inversement, les notions prennent du prix chaque fois qu'elles se virilisent. Donc l'intime, c'est formidable quand ça devient audacieux. Quand François Julien, d'un geste hardi, s'empare de la notion et fait de la pénétration le paradigme de la production de l'intime, ça devient intéressant. Non, approprions-nous ce qu'il y a de tendre, d'incertain et de précieux dans la notion, mais dépoussiérons-la au préalable, ôtons tout ce qu'il a de féminin, tout ce qui sent le renfermer, la sécurité, la clôture, quelle horreur. Ainsi résonnent souvent les hommes, au mépris de la vérité historique et, je dirais, de la vraisemblance. C'est contre cette prédation que je tiens à rappeler l'affinité de l'intime et du féminin, même si l'affirmation de l'intime remonte à la fin du XVIIIe sur le plan architectural, des femmes avaient anticipé ce mouvement de clôture sur soi de l'espace familial ou amical. Et quand j'affirme ça, je ne souscris pas à un stéréotype genré assignant aux femmes les espaces clos du gynécée ou du foyer et réservant aux hommes le grand large et l'aventure. Vous savez, Saint John Perse, étrange l'homme sans rivage près de la femme riveraine. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est pas assigner, c'est seulement constater que le domaine de l'intime est à l'âge classique et depuis longtemps le territoire par défaut des femmes. Elles n'en ont pas d'autres. À l'âge classique, les femmes ne peuvent pas entrer directement dans les jeux de l'ambition, même si elles y prennent une part active pour leur famille, leurs alliés ou leurs amis. Leur entre-gens se donnent carrière au XVIIe, XVIIIe. Vous savez, on dit, elles se mêlent de tout, elles font les élections aux académies, c'est elles qui font la dispensation des charges, elles sont partout. Mais c'est une part indirecte, sauf dans les procès, où là, elles peuvent être plaideuses, sauf dans les jeux d'argent, où elles perdent des fortunes colossales. Mais à part les jeux d'argent et les procès, les femmes, n'entrent pas directement dans le succès des affaires pour elles-mêmes, elles y entrent de manière affective et imaginaire. Elles se mettent à la place d'un candidat qu'elles soutiennent, elles souffrent de ses revers, elles se réjouissent de ses succès, mais vous voyez, en cas de succès, le candidat, il peut très bien être écrasé par les devoirs de sa charge. Il peut très bien être mort de travail par la charge qu'il ambitionnait. C'est le cas de Pélisson, l'ami de Mademoiselle de Scudéry. Il est complètement épuisé par sa tâche en tant qu'ex-protestant auprès du roi. De même, en cas d'échec, elles ne sont pas au premier plan. Elles souffrent de manière indirecte. Vous voyez, si actives que soient les femmes, et elles le sont magnifiquement, leur activité garde la légèreté d'un jeu. Elle ignore la dimension du devoir. Et c'est ce qui a changé dans le monde moderne. En entrant dans la vie professionnelle ou dans la vie politique, les femmes sont devenues accountable, comme dit l'anglais. Elles doivent rendre des comptes pour ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. Pas du tout pour ce qu'elles font de leur foi conjugale par bovarisme ou ce qu'elles ne font pas de leur foyer par incurie. Non, ce qu'elles font pour la collectivité et dans la collectivité. Par opposition, essayons de nous représenter un monde où les femmes de l'aristocratie se trouvent disponibles pour passer leur vie dans le registre passionnel, pour éprouver les 1000 nuances de l'amour et de l'amitié, pour soutenir l'un parce qu'il nous plaît, c'est tout, pour éprouver le chatoiement des affinités et des antipathies, les chagrins de l'âme aussi, les déceptions, et puis les maux du corps. Madame de Sévigné parle beaucoup de son arthrose, là, son rhumatisme, elle parle beaucoup de choses physiques. Alors à la même époque, est-ce qu'une telle chose est possible pour un homme ? Pas tellement. Cette expérience de l'existence, physique et affective, c'est pas impossible pour un homme, mais ça suppose le parti pris de vivre en artiste ou en poète, donc un effort délibéré pour se mettre sur la touche. Pour vivre une vie exclusivement passionnelle, les hommes doivent renoncer à ce
qu'on considère comme leurs ambitions légitimes. Les femmes n'ont pas à se déconnecter du cursus honorum, elles n'y sont pas. Donc dès le XVIIe, on en voit qui entrent en littérature, en tout cas dans l'écriture, par la petite porte des correspondances ou des mémoires. L'activité autobiographique des femmes n'a pas attendu les confessions de Rousseau. Elle est largement attestée avant, dans les mémoires d'Hortense Mancini, jusqu'à Mademoiselle de Staël, avec 2 A, pas Staël, avec AE, Mademoiselle de Staël écrit des merveilleux mémoires. Les femmes de l'aristocratie ont une prédilection pour ces genres indéfinis que sont la lettre et les mémoires, qu'on appelle alors mémoires particuliers, ceux qui témoignent d'une vie privée et non pas de faits historiques mémorables. Significativement, ce sont donc 2 genres qui ne sont pas identifiés comme tels et qui ne sont pas destinés à la publication, même si, un siècle plus tard, au XVIIIe, on publiera les lettres de Madame de Sévigné. Donc elles entrent humblement dans la littérature par la petite porte, par des genres promis à une circulation privée. Que l'intimité commence avec les femmes et par elles, ce n'est pas une opinion en l'air reposant sur un préjugé sexiste. Les correspondances en apportent la preuve textuelle. Les amitiés féminines prennent à l'âge classique une expansion nouvelle liée à la liberté croissante des femmes de la noblesse qui sont libres d'aller et venir pour aller au théâtre, pour aller chez des amis, et qui vont donc afficher leurs préférences avouables. Qu'est-ce qui est avouable ? Votre directeur de conscience, vos bonnes amies. C'est les 2 trucs qu'on a le droit de dire. Donc, elles parlent de leurs amis, et en parler, eh bien, ça crée aussi des sentiments. L'amitié de Madame de Sévigné et de Madame de Lafayette est restée dans la mémoire collective. Elle éclipse pour nous d'autres amitiés, comme Madame de Sablé et Madame de Maure, amitié qui fut plus connue en son temps, parce que ces 2 femmes s'écrivaient tous les jours alors qu'elles logeaient dans la même demeure. Vous voyez, l'amitié, ça peut aller loin. Ces couples d'amis, leurs querelles, leurs ruptures occupent donc une place dans la chronique mondaine qui ne leur était pas accordée auparavant. Portraits mutuels, surnoms, débats sur les passions de l'âme, l'intime apparaît ici. Réfléchissant à la proximité physique des corps, Wolfgang Sowski, que je citais tout à l'heure, remarque « Seuls les amants entre eux et les mères avec leurs enfants sont autorisés à s'attraper sans gêne les uns les autres. » Encore une fois, voici un homme qui oublie les femmes entre elles. Entre femmes, le contact physique permis pendant l'enfance perdure à l'adolescence. Les jeunes filles s'habillent, se coiffent, se maquillent mutuellement. Il existe entre femmes un toucher affectueux sans équivalent parmi les hommes. Bon, sauf exception, au XVIIe siècle, les femmes se sentent incapables de pratiquer les grands genres fixés par l'Antiquité, l'épopée, la tragédie, la poésie didactique. Et même le roman, dont elles sont les premières consommatrices, elles lisent énormément de romans modernes, cela leur semble au-dessus de leur force si elles n'ont pas un mentor, un homme qui les guide. Madeleine de Scudéry commence par signer avec son frère, Georges. Madame de Lafayette, qui ne signera d'ailleurs jamais ses œuvres, s'appuie pour les écrire sur Segrais et sur Huet. Il y a vraiment 2 hommes qui écrivent avec elle ses premiers romans. Pourtant, tant d'humilité se retourne à l'avantage des femmes, parce qu'elles ne sont pas formées aux humanités gréco-latines. Et maintenant, je vais vous faire un éloge de l'ignorance. Les femmes vont faire de ce déficit un atout. Elles s'avèrent les mieux placées pour mettre bas les conventions des belles lettres. Leur langue, qui n'a pas reçu l'empreinte latine, ignore l'emphase de la période. Je sais bien que Bossuet, c'est très beau, mais enfin, il faut s'y mettre. Alors qu'on a beaucoup moins de difficultés à entrer dans des lettres de Madame de Sévigné. Et dès le XVIIe, même des hommes reconnaissent qu'elles excellent dans le style épistolaire et qu'elles sont supérieures aux hommes pour écrire le français courant, le style familier. Leur langue est spontanée,
elle n'est pas prise dans le moule latin, elle n'est pas empesée par les exercices de rhétorique. C'est une langue moins correcte, moins logique, qui se plie aux circonstances et qui épouse les mouvements d'humeur, qui n'a pas la raideur du français de Descartes, mais qui s'avère d'une vivacité et d'une souplesse que les hommes n'atteignent pas ou rarement. Bon, je sais que déjà, dans la salle, il y a des gens qui pensent à des contre-exemples et qui se disent « mais enfin, Saint-Simon aussi, il écrit vite, Saint-Simon aussi, il fait des fautes de syntaxe ». Bon, bien sûr qu'il y a des contre-exemples. Mais les femmes ont pour atout la spontanéité qui tient à l'inculture et au désœuvrement. Oui, oui. Non seulement leur langue est plus alerte, mais leur attention est dispersée. Elles s'arrêtent à ce qui n'est pas censé mériter la considération. Elles tendent à l'anecdotique. Les épistolières célèbres comme la Palatine ou Madame de Sévigné vont faire découvrir un grand siècle inattendu, grouillant de détails incongrus. Le particulier, ce n'est pas exactement ce que nous appelons l'intime, mais c'est certainement l'envers de la gravité, de la majesté, de la componction. La Palatine dit « J'ai bien regardé le visage de notre roi en me demandant pourquoi il avait changé, et j'ai compris, c'est parce qu'il n'a plus du tout de dents. » Madame de Sévigné raconte comment elle a du mal à étouffer un fou rire pendant une oraison funèbre. Vous voyez, par ce genre de notation, cette époque de grandeur reprend des proportions humaines. Les écrits de femmes donnent accès au quotidien d'un autre temps. Et observons que ce n'est pas seulement un trait occidental. Comme si les mêmes causes produisaient les mêmes effets, la littérature japonaise s'ouvre par un écrit de femme, les notes de chevet de Sei Shonogun. La vie des grandes dames, par sa vacance même, forme un extraordinaire site d'observation sur l'ordinaire des jours, tout en laissant le loisir de sa consignation. L'affinité des femmes avec la vie intérieure tient pour une part donc à ces conditions, circonstances négatives, leur marginalité par rapport à la tradition culturelle, leur exclusion du monde des affaires. Je pense qu'elle ne tient pas qu'à cela et que le rapport de la femme à l'enfant est à l'évidence un lien intime au sens étymologique du terme. L'enfant à naître est au plus profond de soi. Après la naissance, il doit demeurer dans un abri qui n'est pas seulement un abri de chair, même si le giron maternel est spontanément le refuge des tout-petits. En devenant mère, les femmes développent une aptitude à comprendre l'informulé. Et cette aptitude doit préexister chez elles. Elle ne va pas se créer ex nihilo à l'expulsion du placenta. Cette capacité est aussi étonnante qu'elle est nécessaire, car il ne s'agit pas seulement de vêtir et de nourrir un nourrisson, il faut deviner ses besoins et ses désirs. Il ne s'agit pas seulement de parer au danger, il faut lui procurer un sentiment de sécurité, enclore et comprendre. Le lien de la mère à l'enfant est le vrai modèle de l'intimité, non pas la pénétration, le lien de la mère à l'enfant. Toute mère ou tout substitut de mère doit comprendre l'enfant avant qu'il puisse parler. Cette intelligence est requise pour épargner sa détresse et lui faciliter la vie. L'humanisation se joue dans le babil et la tendresse. Et ce qu'enveloppent les gazouillis et les câlins, c'est un effort d'intercompréhension. L'enfant apprend à parler dans une atmosphère d'indulgence, en formant des mots qui vont être accueillis et compris avant d'être audibles et avant d'être compréhensibles. Alors bien entendu, les femmes peuvent exporter dans la compagnie amicale ou dans le rapport amoureux cette disposition aimante qui est une disposition à deviner. En amour, l'intime est un surcroît de bonheur. Mais dans le lien maternel, c'est une nécessité. C'est une nécessité car l'enfant devient humain par le partage de la langue et ce partage se produit dans l'intimité de sa mère. Tandis que le sein assure la subsistance, l'intimité maternelle est l'élément de l'humanisation, pour lequel les hommes de l'âge classique n'avaient que mépris, ces débuts bégayants de l'existence ne les intéressaient pas.
ou alors pour humilier la superbe de la raison. Toutefois, tous les hommes n'ont pas méprisé cet aspect de l'expérience humaine, et Rousseau a même élevé ses premiers balbutiements au rang de langue universelle, demandant aux hommes de se mettre à l'école des nourrices pour comprendre les tout-petits. Je lis ce texte, c'est un texte vraiment bouleversant. Enfin, pour moi, vous n'allez peut-être pas trouvé. On a longtemps cherché s'il y avait une langue naturelle et commune à tous les hommes. Sans doute, il y en a une. Et c'est celle que les enfants parlent avant de savoir parler. Cette langue n'est pas articulée, mais elle est accentuée, sonore, intelligible. L'usage des nôtres nous l'a fait négliger au point de l'oublier tout à fait. Étudions les enfants et bientôt nous la réapprendrons auprès d'eux. Les nourrices sont nos maîtres dans cette langue. Elles entendent tout ce que disent les nourrissons, elles leur répondent, elles ont avec eux des dialogues très bien suivis. Et quoiqu'elles prononcent des mots, ces mots sont parfaitement inutiles. Ce n'est point le sens du mot qu'ils entendent, mais l'accent dont il est accompagné. L'intimité de la femme et du nourrisson montre en quoi consiste la compréhension passionnelle. La mère ne progresse pas pour comprendre cette langue première. Elle régresse pour la retrouver en elle-même, pour retrouver en elle les expressions élémentaires, des expressions qu'elle désire déchiffrer afin de les exaucer. Ce partage expressif est à l'opposé de la tension, de l'effort, voire de la crispation qu'exige tout apprentissage. La langue commune qui s'élabore ici est détente. Alors cet abandon confiant peut se retrouver dans l'intimité amoureuse. Et je suis tout à fait d'accord avec François Julien, ce n'est pas une nécessité, ce ne fut pas toujours le cas. Il prenait tout à l'heure l'exemple de la guerre de Troie. L'amour s'est longtemps passé d'intimité. Les amours d'Arès et d'Aphrodite sont exposés à la vue de toute l'Olympe, qui d'ailleurs les approuve. La déesse de la beauté va au dieu de la guerre. C'est dans l'ordre des choses. Vous vous rappelez cette anecdote où l'affreux boiteux, l'affreux Héphaïstos, le mari jaloux, a forgé un filet en maille de métal pour prendre les amants sur le fait. Et le couple exposé n'encourt aucun châtiment. Le rire inextinguible des dieux se retourne contre le pauvre mari boiteux. Que la plus belle appartienne au plus fort, ça va de soi. L'amour, voyez-vous, est entièrement spectaculaire. Il se constate. Il est index sui. Il n'est pas encore caché au fond du cœur, dans ces replis que Marivaux se donne pour tâche d'explorer au XVIIIe siècle. Je vais vous citer une définition que Marivaux donne de son travail dramatique. J'ai guetté dans le cœur humain toutes les niches différentes où peut se cacher l'amour quand il craint de se montrer, et chacune de mes comédies a pour objet de le faire sortir d'une de ces niches. Art de dénicher qui suppose une profondeur. Eh bien, cette profondeur n'a pas toujours existé. Si curieux que cela nous semble, l'amour s'est longtemps passé de l'intériorité. Pour qu'il ait quelque chose à voir avec l'intimité, il faut d'abord que la visée du désir excède ce que Buffon appelait le physique de l'amour. Notre grand naturaliste estimait que dans l'amour, il n'y a que le physique qui soit bon, et donc que les animaux avaient la meilleure des parts. Mais c'est bien le prix accordé au moral de l'amour qui promeut l'intimité au rang de bien suprême. Le romantisme a popularisé ce désir maximal qui vise la personne et englobe ses entours. Un désir nouveau, comme écarquillé, celui qui saisit Frédéric Moreau la première fois qu'il rencontre Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale. Je cite: « Quel était son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait, et le désir de la possession physique même
disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite. Eh bien, c'est ce désir élargi, illimité. Quand il rencontre l'assentiment féminin, alors se produit un plaisir nouveau, inconnu aux dieux de l'Olympe, qui est notre plaisir à nous modernes. Nous avons la chance d'avoir cet accès. L'intimité amoureuse est créée par l'accueil féminin de ce désir d'un nouveau type qui vise la personne et s'élargit à la vie entière. Ce n'est pas l'intrusion qui crée l'accueil, elle ne fait que l'espérer. L'intériorité féminine préexiste au désir qui la vise. Dans l'amour comme dans la maternité, la capacité de l'intime comme puissance propre du féminin précède l'expérience. Boum. L'intimité élective est spontanément séparatrice. Les amants tendent à s'isoler. C'est pourquoi Hannah Arendt a parfaitement raison de parler de l'amour comme d'une force antipolitique, et même de la plus grande des forces antipolitiques. De lui-même, l'amour ne conduit pas au combat pour de justes causes. Il en détournerait plutôt pour s'alanguir en lui-même. Et l'amour est au monde pour l'oubli du monde, dit Éluard. C'est un indice de sa faiblesse. L'intime est un état et pas une force active. S'il recherche l'isolement et la sécurité, c'est qu'il en a besoin. Il s'épanouit à l'écart, étant sans moyen d'action sur les forces extérieures. Qu'il s'agisse d'union amoureuse, amicale ou familiale, l'intimité est toujours fragile. C'est une bulle plutôt qu'un bastion. C'est pourquoi ceux qui en jouissent tendent à la protéger de l'extérieur. Alors si on s'émerveille de la constitution de communautés par le partage de l'intime, il ne faut pas s'offusquer de l'entre-soi communautaire. C'est l'avers et le revers de la même pièce. Il n'y a d'intime que par la séparation entre un dehors et un dedans qui se côtoient sans se mêler. Et il existe une vie intérieure quand on sent presque physiquement la différence, je dirais, de température. Et je cite Pascal qui, le premier, en a donné la formule. Le temps et mon humeur ont peu de liaison. J'ai mes brouillards et mon beau temps au-dedans de moi. Le bien et le mal de mes affaires y fait peu. Mais à partir du moment où vous sentez l'existence de ce climat intérieur, vous avez une vie intime. Bon. On reprend. Pourquoi est-ce que j'avance l'hypothèse d'une affinité particulière des femmes et de l'intime si Pascal peut évoquer sa vie intérieure? Et si Pascal évoque sa vie intérieure, après Montaigne, bien sûr, Montaigne, et tant de moralistes et tant de diaristes après eux qui évoquent la consistance insaisissable, mouvante, atmosphérique. Les hommes sont très capables d'observer leur état mental. Rousseau a même énoncé le projet de l'enregistrer avec précision, comme Vincent Descombes le rappelait hier. J'appliquerai le baromètre à mon âme. La formule célébrissime de la première promenade. Bon. Je reviens sur ce que je disais. Les femmes n'ont pas le monopole de la vie intérieure, bien sûr que non. Mais elles ont à la fois une avance et une déficience. Ce qui les qualifie, c'est qu'elles ont, pour la plupart d'entre elles, l'habitude d'une vie intérieure sans finalité. Qu'est-ce que je veux dire par sans finalité ? Eh bien, quand Montaigne forme le projet de se peindre, il devient le précurseur, l'inventeur de la littérature moderne. C'est Permanent qui a défini la littérature moderne comme ça, un nouveau régime de parole distinct de ce qui se faisait avant dans les belles lettres, parce que la littérature qu'invente Montaigne, la littérature du moi, divise comme jamais la parole et l'action. Je veux dire qu'avant,
La littérature servait toujours l'ordre politique ou religieux, mais avec Montaigne, elle devient autonome. Montaigne regarde sa vie intérieure pour regarder sa vie intérieure, point. Il est dans sa bibliothèque et il regarde sa propre pensée. Auparavant, l'art oratoire incitait à l'action. L'épopée chantait les actions des héros. Le théâtre invitait à la communion civique ou religieuse, n'est-ce pas, le théâtre antique ou bien les mystères chrétiens. Mais pour la première fois, avec Montaigne, la parole va se déployer pour elle-même dans l'observation et la consignation des états du moi. Un moi qui a renoncé à l'action. Chez Pascal, que je viens de citer, l'observation de la vie intérieure est également orientée, alors non pas vers l'invention d'un régime nouveau de la parole qui sera la littérature, mais le salut chrétien. C'est plus l'œuvre littéraire, c'est le salut. Au rebours de ces grands exemples, l'expérience intérieure des femmes est sans orientation, quoi qu'on ne puisse pas la dire désorientée. Elle est là, sans plus. Elle est attente et passivité, perplexité sensible, sans chagrin ni désarroi. Avoir l'expérience de soi requiert la sécurité, ce que la plupart des sociétés tendent à procurer aux femmes et aux enfants, plus ou moins bien, mais cette expérience qui a besoin de la sécurité n'est pas tout à fait une expérience de la sécurité. Et je reprends la première citation dont je suis partie. Henri Michaud, qui voyait dans l'intime un indémêlable dont la vie sociale a pour fonction de nous préserver. Voilà le contexte d'où j'avais extrait ma pelote indémêlable. Pourquoi des conversations? Pourquoi tant d'échanges de paroles des heures durant? On revient s'appuyer sur un environnement proche et avec des proches afin d'oublier l'univers, le trop éloignant univers, comme aussi le trop gênant intérieur, pelote inextricable de l'intime qui n'a pas de forme. Pour Michaud, l'intime n'est pas rassurant, pas plus rassurant que le silence éternel des espaces infinis. Cependant, vous avez entendu, il trouble d'une autre manière. Il n'effraie pas, il gêne. Alors pourquoi les femmes ont-elles une propension à y séjourner? S'agit-il d'une affinité des femmes avec ce que Michaud appelle la vie dans les plis, l'espace du dedans, ou bien, ce que disent les féministes, un confinement, une relégation abusive, qui ne disparaît pas, malgré tous nos efforts en faveur de l'égalité des femmes, elle s'occupe plus du périmètre domestique, plus que les hommes. Et même dans les rues mixtes, Dieu sait si je défends la mixité de nos rues, mais les rues mixtes des villes occidentales, regardez que les femmes ne passent pas à toute heure et que l'occupation de la rue est différente. Les femmes les traversent, elles ne traînent pas. Si elles traînent, il y a des jeunes gens avec eux. Et les corps qu'on voit affalés sur le trottoir, ce sont des corps d'hommes. Et je crois qu'il y a 5% de sans-abri par rapport aux hommes SDF, aux hommes sans-abri. Bon, il faut évoquer une raison négative. Le monde extérieur est moins accueillant pour les femmes. Elles y sont exposées à divers désagréments, de l'intimidation au harcèlement. Mais on peut aussi faire l'hypothèse d'une préférence des femmes pour les mondes intérieurs, comme si l'angoisse et l'ennui leur étaient moins insupportables. Si tout le malheur de l'homme vient de ce qu'il ne peut pas rester en repos dans une chambre, pour reprendre la formule célèbre de Pascal, demandons-nous pourquoi les femmes qui ne sont pas moins humaines sont pourtant moins avides de divertissement et par conséquent moins happées par l'extérieur.
sans faire intervenir les secours de la foi, les femmes résistent au malheur que Pascal promet à tous, et certaines, sans effort, trouvent un bonheur particulier en repos dans une chambre. D'où peut leur venir cette tranquillité? Pour Pascal, ce qui nous plonge nécessairement dans l'angoisse, c'est la considération de notre finitude. Et parce que le dernier acte sera sanglant, l'homme livré à lui-même est incapable de rester en paix. La passivité et l'attente ne sont pas des options, il est condamné à l'angoisse s'il n'est pas distrait de son sort. Car pour un être pensant, évidemment, l'attente sans diversion, c'est forcément l'attente de sa mort. Je crois qu'il faut reconnaître aux femmes une capacité d'attente heureuse qui n'est pas prévue au programme pascalien. Une femme en repos élabore le roman de sa vie. Certaines peuvent s'y jeter à l'aveugle, d'autres y rêver de manière détaillée et prudente. Mais quel que soit le style, quelle que soit la manière dont elle combine son scénario, il sera ponctué par deux attentes euphoriques, l'attente de l'amant et l'attente de l'enfant. Tant qu'elles ne sont pas désabusées, les femmes guettent une annonciation à leur mesure. Elles s'attendent à attendre un heureux événement. Elles ont l'expérience de ces passivités radieuses, la seconde étant nettement plus mystérieuse que la première, parce qu'une femme peut se faire une idée à l'avance de son amant, elle peut avoir des réquisites, elle peut prévoir des épreuves pour vérifier si c'est le bon, et la qualité de ses sentiments, et est-ce qu'il m'aime, et est-ce qu'il m'aime vraiment, et est-ce qu'il m'aime vraiment. Bon, mais l'enfant à naître est complètement imprévisible. Chacune peut donner naissance à un génie ou à un monstre. Quel être humain dans son bon sens pourrait se réjouir d'un risque aussi considérable? Or, non seulement les femmes font ce pari, mais elles le font sans trembler. Chaque femme enceinte est objectivement une risque-tout, et il est très courant de voir des femmes enceintes qui ne sont nullement des joueuses, qui n'ont pas un naturel téméraire et qui sourient à l'avenir. Bon, bien entendu, la vie d'une femme ne s'arrête pas à sa dernière maternité. Les femmes modernes n'ont plus guère le loisir d'être entièrement absorbées par leur passion, comme ces femmes du XVIIe dont je parlais. Elles participent au sort commun dans le champ économique et social. Elles sont entrées dans la course individualiste et elles doivent, comme les hommes, y faire valoir leurs talents. Comme eux, elles peuvent échouer. Et bien entendu, à tout âge, elles peuvent se retrouver devant la perspective de leur propre mort. L'angoisse n'est pas un monopole masculin, bien entendu. Cependant, il existe pour les femmes, non pas exclusivement, mais particulièrement pour les femmes, une espérance dans l'attente que Pascal n'envisageait pas. Les diversions de l'amour terrestre ne sont pas assimilables au divertissement pascalien, pour autant que ces expériences de passivité heureuse ne sont pas des diversions dans le monde, mais des diversions à l'écart du monde. Contrairement au divertissement ordinaire, ces diversions-là ont la forme d'une concentration sur le vœu le plus intime. Les deux explications, vous avez vu, j'ai sinué entre l'explication négative et positive, ne sont pas antagonistes. On peut très bien penser que si les femmes se sont laissées réduire et confiner dans la plus grande partie de l'histoire humaine, d'une manière qui nous paraît maintenant déraisonnable, choquante, c'est qu'elles avaient en elles ces ressources de l'attente. La vie domestique et la vie intérieure ont pu dédommager de la variété du monde. Elles ont pu trouver leur bien dans la vie, dans les plis. Je crois que les intérieurs hollandais, les natures mortes de Chardin, sont la plus forte objection à la pensée de Pascal sur le fait de ne pas pouvoir rester en repos dans une chambre. Ce sont des aperçus sur la vie immobile, pour reprendre le terme anglais si frappant, still life. Les scènes de genre et les natures mortes
font entrer dans cela l'intimité domestique, et la peinture témoigne que la vie peut être en paix. Cette vie qui s'écoule sans angoisse est le fait des femmes, maîtresses et servantes, celles qui lisent et qui écrivent, celles qui arrangent quelque chose à la coiffure d'un enfant, celles qui rentrent avec le pain, celles qui pèlent des navets, celles qui font la lessive. Je viens d'énumérer les thèmes des toiles de Chardin. Vous tapez Google Chardin et c'est ça que vous verrez. Ce sont de toutes ces femmes que provient ce qu'Aragon, avec son génie de la formule, appelle le silence habité des maisons, en décrivant un tableau qui n'est pas un tableau de Chardin, mais un tableau de Matisse où on voit une fenêtre un peu comme celle-ci, et un enfant au piano, le silence habité des maisons. Si l'intime est un bien précieux, s'il est la forme de la vie en paix, pourquoi faudrait-il s'en méfier ? J'en viens, j'ai quasi fini, à mes 3 adjectifs. Tout d'abord, l'intime est invérifiable. Par définition, c'est un espace sans tiers. On peut toujours l'alléguer, personne n'ira vous contredire. C'est par conséquent la première chose qu'on allègue. Je préfère l'intime à l'exposition spectaculaire. Je préfère ma vie intérieure au monde affreux de la concurrence et de l'argent roi. Ce couplet, c'est celui de tous les acteurs sans engagement, de tous les politiciens sur la touche, de tous les puissants de la veille. On peut le lire à longueur de colonne dans les magazines People. J'ai choisi de consacrer du temps à ma famille et mes enfants. Formule qui sonne creux, parce que d'autres, ou parfois les mêmes, s'empressent de les démentir au premier retour de faveur. Et ça donne l'autre texte des magazines People, « Je tournais en rond quand X est venu me proposer telle chose ». L'intime est-il une ressource ou une prison ? Eh bien, il semble que ce soit tantôt l'un, tantôt l'autre. Une ressource qu'on allègue en cas de défaveur, une prison dont on s'échappe à la première occasion. Et puis mettre son intimité en avant, c'est l'argument, c'est ce qui motivait le livre du Michael Fessel. Mais il a raison, c'est quand même la ruse ordinaire des puissants. Les puissants, c'est par là qu'ils se rapprochent du sort commun et qu'ils se présentent comme des êtres ordinaires. Donc ils vont révéler les épreuves, les deuils, les maladies des enfants, la relation aux parents, leurs amours, pour se montrer inoffensifs. Paris Match, un tel nous ouvre ses portes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je ne suis pas dans l'Olympe en train de boire de l'ambroisie, je suis comme vous, j'ai une maison, j'ai une femme, bon, je vis comme vous. Dévoiler sa vie privée, c'est toujours faire profil bas. Donc, sincérité forcément douteuse de cette humilité qui confine à la démagogie. Bon, équivoque. Deuxième trait, l'intime est vulnérable. Dans les années 80, avant la chute du mur de Berlin, une spécialiste de l'URSS, Jutta Scherer, à l'EHESS, est venue témoigner au cours de Claude Lefort d'un voyage en URSS qu'elle venait de faire sous le totalitarisme à une époque où on imaginait que c'était pas près de finir. On espérait que ça durerait pas toujours, mais bon, c'était là. Donc elle nous a décrit la pesanteur de la vie quotidienne sous le contrôle omniprésent des organes du parti et des voisins qui peuvent vous dénoncer. Bon, et cette spécialiste du monde russe évoqua la merveilleuse intimité des cuisines, où les dissidents se réunissaient pour parler jusqu'à des heures avancées de la nuit, pour critiquer le régime, pour parler de leurs espoirs d'une autre vie et d'un futur démocratique. J'avais jamais repensé à cette séance jusqu'à la parution du livre si impressionnant de Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge, où la future prix Nobel évoque la terrible disparition de ce peuple des cuisines. Ce monde de lecteurs et de rêveurs qui avaient tant espéré la liberté de leur pays. Bien, du jour au lendemain, ce que Svetlana Alexievitch nous montre, c'est qu'ils se sont retrouvés démunis, totalement incapables de s'orienter dans la nouvelle ère d'anarchie et de violence qui a suivi la chute de l'URSS,
tandis que des êtres débrouillards, mieux aptes à la survie, qui ne perdaient pas leur temps à discuter toute la nuit, ont commencé à faire toutes sortes de business, à faire des tas de trafics transfrontaliers avec les pays limitrophes. Ce peuple de l'intimité du rêve démocratique, n'avait aucune prise sur la réalité. Et Svetlana Alexievitch, c'est un génie, il faut la lire, c'est bouleversant, multiplie les histoires d'extorsion. Je me souviens notamment d'une mère et de sa fille qui ont un appartement en ville, bon, les appartements qu'on occupait, mais ils appartenaient au parti. Alors soudain, elles vont ne plus recevoir leur salaire, ne plus pouvoir rien régler, et elles vont être dépossédées, ces deux femmes cultivées, des femmes qui lisent, et elles vont être la proie de caïds mafieux qui leur font signer des papiers, qui les pressent, et elles vont échouer dans une isba, loin dans la campagne, une isba glaciale, ça ferme mal, et la mère va mourir de froid. Et ces histoires à fendre le cœur renseignent aussi sur l'intime. L'intime n'est pas autonome, l'intime ne se défend pas tout seul, il en est incapable. Il y a une lâcheté inhérente à l'intime, si précieux soit-il par ailleurs. Sa vulnérabilité n'est pas un accident, elle est le corollaire de sa passivité. Dès qu'on est introduit dans un intérieur, que ce soit l'intérieur d'une maison ou l'intérieur d'une âme, on est en position de blesser. L'agression type, c'est celle de Robert de Montesquieu, entrant dans le grand appartement de Marcel Proust et s'exclamant « Ce que c'est laid chez vous !» Phrase dévastatrice. Telle franchise est rare. Hein. En général, le mépris se voile, l'insulte se fait pateline, elle s'enrobe. On ne le dit pas directement, mais elle est toujours là. Et si vous avez lu des romans de Sarraute, vous verrez que la nanopsychologie de Nathalie Sarraute, c'est de mettre en évidence les dégâts de ces gentilles dissimulations. Je ne lui dis pas à quel point je trouve ça vraiment moche chez lui. Et elle met tout son art à repérer les micro-agressions qui se jouent dans l'espace intime. C'est ce qu'elle appelle des tropismes. Aussi, la vie intime, elle cherche à se soustraire à la prise de l'extérieur, au contrôle, au jugement. Elle est bien obligée d'essayer de se soustraire parce que le regard étranger, il est dangereux. Le regard étranger, il va vous convertir tout intérieur, y compris le grand appartement proustien, en minable ça me suffit. Et il a raison, parce que tout intérieur quête la suffisance, tout intérieur essaye de se clore et n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que l'intime ne peut pas atteindre l'autonomie, pas plus qu'il ne peut arrêter le cours des événements. Alors il s'y efforce, il s'y acharne. Le rêveur rousseauiste, dans sa barque, qu'est-ce qu'il dit ? Il prétend se nourrir de sa propre substance. Il n'y arrive pas. L'intime est la constitution d'un milieu vivable par opposition à l'univers extérieur, le dehors, où règne bien la concurrence des hommes et la violence des éléments. Dehors, on est exposé au vent, au froid, à la foudre, tout ce que vous voulez. L'intime est la protection de la vie morale, comme la maison, la tente ou le bateau sont des protections de la vie physique. Là, j'ai fini, c'est mon dernier adjectif. C'est pourquoi l'intime est essentiel. Pour illustrer cette dernière qualité, je n'ai plus rien dans ma besace, je n'ai plus d'anecdotes, je n'ai plus d'exemples historiques. Je me contente d'une analogie. L'intime est à la personne ce que l'atmosphère est à une planète, ce qui l'enveloppe et qui n'importe que de près. Vu de loin, une planète sans atmosphère est aussi splendide, lumineuse qu'une planète qui a gardé son atmosphère. La planète sans atmosphère brille autant. Regardez Vénus le soir ou le matin. Simplement, elle est invivable. Elle a perdu l'enveloppe impalpable qui l'entourait et qui seule permet le développement de la vie.
Voilà. Consigne morale, eh bien, se tenir à l'écart de tout ce qui menace notre atmosphère intérieure, veiller à la conserver, quand bien même elle serait triste. C'est pour ça que je défends l'ennui. Car l'atmosphère intérieure n'est pas toujours au beau fixe, elle a ses brouillards, pour reprendre l'image de Pascal. La tristesse et même la dépression, ce ne sont pas des phénomènes irréversibles. Je sais bien que la dépression, sa ruse, c'est de faire croire qu'elle durera toujours, mais la tristesse comme la dépression lâchent. À un moment, elles lâchent leur étreinte. C'est passager, c'est pesant, d'accord, mais ça passe. Le véritable risque, je crois le seul risque pour la vie morale, c'est la perte définitive qui résulte du mépris de soi. Et le mépris de soi, eh bien, je crois que quand on cède trop à ce qu'on ne doit pas faire, à tous ces excitants, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un jeu de... Mais quand on cède à « je ne devrais pas, mais quand même », il y a un moment où, évidemment, on va vers le mépris de soi. Je dirais qu'il faut se défier de l'attraction des masses lourdes, pour filer ma métaphore, qu'il ne faut pas céder aux excitations trop intenses, notamment celles qui proviennent de ces proximités stupéfiantes du pouvoir, de la richesse et de la célébrité. Il y a des masses lourdes, il faut faire attention, qui ne captent pas notre atmosphère. Pour préserver autant que faire se peut sa propre ambiance distinctive, il faut rester près de soi sans se soucier des accusations de fermeture, égoïsme, narcissisme dont le monde récompense ceux qui se ferment à ses plaisirs. J'ai commencé par Michaud, je finis par Michaud. J'écoute mon petit galop intérieur, écrit Michaud. Ce petit galop n'importe à personne qu'à lui. L'intime est la seule chance de l'infime. Se rendre indifférent au monde et se faire accuser de narcissisme, paresse, fermeture, égotisme, c'est laisser sa chance à ce petit galop, c'est protéger ce qui est ténu, ce qui n'intéresse que moi et qui n'existerait pas en dehors de cette veille et de cet abri. Je vous remercie.